Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture. Que dire qu'il ne soit d'emblée contraint par la destination fatale de cet après-coup? On serait tenté de demander où trouvera-t-il les ressources d'une reconstruction, ce cœur qui se lamente sur le désert qu'aurait laissé la déconstruction. Quelle puissance pourrait-on trouver pour en finir avec la déconstruction? On ne pourrait répondre à cette inquiétude qui vise à promouvoir la panique qu'en faisant crédit de la pensée à ces discours. Mais on devrait se placer sur le terrain qui est le leur. La tactique politique qui se déploie d'autant plus que plus personne ne s'y entend à ce qu'est la politique, et que sans doute elle est introuvable, ne serait-ce que parce que ceux qui s'y agitent ainsi sont ceux qui ont participé avec enthousiasme à sa destruction, sans doute faute d'avoir entendu la déconstruction. On a donné pour cadre l'université pour se livrer à une opération de police politique, qui est toujours une police de la pensée, qui habite la philosophie elle-même. On a faim que l'État, mais y en a-t-il encore, avait pour tâche de reconstruire les sciences et la culture en lui donnant le droit de prendre l'initiative d'une telle restauration. Mais les sciences sont-elles vraiment menacées, au moment où la technologie détermine irrémédiablement les modes de vie des hommes, de tous les hommes, rassemblés dans le grand corps christique de l'humanité, à la fois espèce humaine et machine rationnelle? Quelle science faudrait-il reconstruire, quand la technologie moderne est la science, la déconstruction étant elle-même comptée au rang des techniques? N'y a-t-il pas là une méprise fondamentale qui consisterait à supposer que la technique serait l'ennemi des sciences? Quand la technologie est l'abolition du temps, donc du sens, sur quel avenir une reconstruction pourrait-elle compter? Au moment où se tient ce colloque visant à reconstruire les sciences, est rendu le rapport sur le contrôle scientifique de la vérité dans l'espace public, que l'on dit menacé par la technologie d'Internet. Effectivement, il n'est pas question là de la pensée, mais de ses doubles, les sciences et la culture, qui déjà, dans l'intitulé, trahissent leurs troubles. Les sciences, en tant que productrices de vérité, précèdent la culture qui doit s'en faire la propagandiste, nous dit-on. La science ne se présente plus ici qu'au pluriel, trahissant l'impossibilité d'une essence unique du savoir. Science et culture sont des domaines délimités par la politique, qui consiste dorénavant à être l'auteur de toutes les reconstructions. Effectivement, la politisation du monde depuis le XVIIIe siècle s'est faite au nom de la science et de la culture, qui veut dire ici civilisation. Les sciences et la culture peuvent-ils recevoir notre crédit? On voudrait faire table rase des mauvais souvenirs de la civilisation, en effacer définitivement tout l'héritage qui tourmente notre foi, en ce que le progrès de la civilisation configurerait l'avenir. Il s'agit d'effacer l'unité d'essence de la civilisation et de la destruction, en accusant la déconstruction d'être la destruction qui affecterait de l'extérieur la civilisation. Et si la déconstruction désignait justement la puissance indéconstructible de cette unité divergente? On nous dit que la déconstruction est une pandémie qui nous a été renvoyée par lettre recommandée par un complot d'Américains illettrés, sous les noms de décolonialisme, wokisme, intersectionnalité, etc. Elle menacerait de mort notre civilisation scientifique. Peut-on faire crédit, effectivement, sans aucune forme de procès à la civilisation qui a fait de la science son fondement, sans s'interroger sur les effets de sa puissance technologique et de sa séduction rhétorique, colonisation, mise en exploitation du monde, génocide, anéantissement de toutes les cultures, politisation générale, bref, unification par la force technique de la vérité scientifique, de la variété des hommes, dans ce projet originel qui est l'humanité homogénéisée dans le corps théologico-politique du Christ. C'est encore au nom de la science que depuis 2 ans, l'état d'exception est devenu le nouveau mode d'être de tous les hommes, en même temps et partout. Si la déconstruction occupe une place toujours plus centrale et si elle s'est déployée en même temps comme herméneutique philosophique et comme généalogie critique de la construction politique des oppressions, c'est peut-être d'abord que nous sommes irrémédiablement les héritiers de la Shoah. Ne s'agit-il pas en somme ici d'en finir avec le poids de la Shoah en niant tous nos désastres qui nous cernent, les racismes, l'oppression des femmes, l'exploitation générale, etc. Le projet de reconstruction n'est-il pas tout simplement à la fois la volonté de dissimuler le passé par le déni et de rétablir la domination de cette civilisation scientifique européenne contre tout ce qui la menacerait?
Cette menace semblait n'être presque déjà plus la supposée invasion musulmane finalement contrôlable, puisque c'est une migration des corps, mais l'infection spirituelle débarquée d'Amérique qui menacerait donc les sciences et la culture, c'est-à-dire l'esprit de l'Europe. Effectivement, Derrida n'avait-il pas dit que la déconstruction, c'est l'Amérique, mais tout autrement. Effectivement, la science a historiquement été le fondement de tous les projets de reconstruction politique du XXe siècle, qui se proposaient de guérir l'Occident de son déclin nihiliste. Il semble que plus on dépeint les totalitarismes du XXe siècle, plus on les oblitère. L'intention de reconstruire les sciences et la culture vise à rien moins que rétablir les fondations de la projection politique européenne sur un modèle bien connu qui ne peut échapper à tous les éléments structurels du politique, à commencer par le sacrifice et surtout la race. Mais ce n'est d'ailleurs pas un hasard si depuis au moins 40 ans la déconstruction est attaquée en France, tout particulièrement sous un masque qui désigne avant tout autre Derrida, qui semble bien réunir sous son nom toutes les inquiétudes françaises. Juif, algérien, il rappelle en permanence le fantôme de l'antisémitisme français et de la colonisation de l'Algérie. Le fantôme qui hante la laïcité, qui est son masque supposément encore plus universel. Le mode d'être catholique de l'identité à la française, à la fois pionnière de l'expulsion des Juifs d'Europe et lieu du lancement de la première croisade. Il rappelle l'histoire récente de la France, Vichy et les guerres extraordinairement brutales de décolonisation menées par ceux qui précisément avaient lutté contre l'occupation allemande du régime nazi. Mais Derrida est aussi crédité d'être l'héritier de Heidegger, désigné comme le philosophe du nazisme, donc le responsable de la colonisation spirituelle allemande de la pensée et de la culture supposée française. En somme, Derrida serait le malin génie juif algérien nazi de la philosophie, complotant l'ethnocide de l'Occident, pour reprendre le mot de Taguieff. Doit-on faire crédit à ces discours au nom de la science pour non seulement leur répondre dans ce cadre, mais plus encore pour assumer leur visée? Au nom de quelle unité d'essence de la science pourrait-on répondre scientifiquement aux discours qui prétendent se présenter scientifiquement? Quelle détermination préalable de la vérité autoriserait-elle encore à circonscrire un territoire scientifique? Quelle lumière du bien fondatrice viendrait-elle éclairer les choses pour former le domaine cosmopolitique de la philosophie, le champ de bataille métaphysique où s'affronter? Doit-on vraiment faire crédit au projet de déconstruire la déconstruction en assumant ce projet et en affirmant qu'il faudrait, pour répondre à cette provocation politique, prendre la responsabilité de déconstruire nous-mêmes la déconstruction? En somme, serions-nous plus en droit parce que plus habilités à assumer cette tâche que nous jugerions nous aussi désormais nécessaire? Notre scientificité serait-elle plus scientifique que celle des participants au colloque? Ce nous serait la communauté de ceux qui répondent à l'appel de Fichte, à cette responsabilité depuis une quelconque propriété fondamentale qui leur serait propre. Ou peut-être serions-nous les frères de la déconstruction qui, en toute fraternité augustinienne, permettraient à la déconstruction de se confesser en toute confiance à ceux qui formeraient ainsi la communauté archipolitique de l'esprit. S'agirait-il de montrer patte blanche en acceptant le diktat pour sauver la pérennité de l'ordre universitaire de la science? Ou d'en profiter, peut-être, pour régler ses comptes avec la déconstruction sans le dire, pour rétablir subrepticement l'autorité de la science dont on considère qu'elle doit, après tout, fonder l'ordre politique, au temps de la pandémie et au temps du dérèglement climatique. Mais pour déconstruire la déconstruction, on devra toujours accréditer la proposition selon laquelle la déconstruction est une technique, une pratique scientifique, qui relève donc de la recherche contradictoire de la vérité, comme si nous pouvions soutenir encore aujourd'hui que la vérité soit fondée sur le principe de non-contradiction qu'Aristote peine tant à installer. La déconstruction de la déconstruction ne vise-t-elle pas à s'inscrire dans cette logique qui veut toujours subrepticement exposer le non-être du faux pour le détruire? Il s'agirait d'en finir avec ce qui a toujours déjà été fini. Déconstruire la déconstruction dissimulerait simplement le désir compulsif de détruire la déconstruction. Mais la déconstruction n'est-elle pas justement depuis le début de la philosophie le procès de la fondation en tant que telle? La déconstruction laisserait derrière elle un désert, ou plutôt ferait progresser le désert, faisant table rase.
Il faudrait donc faire refleurir sans fleurs dans le désert de la déconstruction, par l'industrie des sciences qui irrigue la culture. Le poète palestinien Mahmoud Darwish explique comment il en vint à la poésie, lui qui était pourtant déjà poète. Il découvrit que sa parole était poétique lorsqu'elle se mit à dire les traces du campement laissé derrière eux par les caravaniers dans le désert. La ruine est le lieu irrémédiablement étrange, le monstre poétique. Et le poétique est la résistance, le mot que Derrida disait aimer, aux sciences qui fondent le régime de la vérité et à la culture qui la met en ordre de bataille. Tout projet de déconstruire la déconstruction est précisément la méprise scientifique même, celle qui prend l'hypothèse pour un principe, dirait Platon, et se ferme ainsi l'accès à la pensée qui s'infinitise en se déprenant de son propre. La déconstruction est la justice, justice due et rendue à la pensée. C'est dans la césure entre ce que veut dire le discours de vérité et ce qu'il dit que se déploie la pensée dont la puissance est sa tension ou son conflit interne. La pensée ne se présente qu'en se déprenant. La déconstruction n'est ni une technique, ni une pratique qui supposerait la maîtrise d'un sujet dont la déconstruction serait l'acte, l'intention et l'autoprésentation. La désigner comme technique la dénie, en subordonnant toujours toute parole à l'autorité de la recherche de la vérité. Mais la vérité ne s'affirme comme vérité qu'en se défaisant. C'est pourquoi elle ne se présente que sur le fond du mensonge. La déconstruction ne peut que se déconstruire, mais elle ne peut se détruire. Le colloque propose d'en finir avec la déconstruction, de tourner la page, d'en faire une époque de la culture européenne attirée par les sirènes américaines. Elle propose de la ramener à la maison, chez elle, après sa défiguration américaine, pour lui rendre son vrai visage et pour pouvoir l'anéantir. En finir avec la déconstruction serait la promesse de la reconstruction définitive, de la guérison spirituelle qui ne laisserait aucune cicatrice et restaurerait ainsi la puissance spirituelle de l'Europe française. Mais la déconstruction est le jeu de toujours de la puissance, dont l'être est la simulation. La puissance, la nanké du timé, est ce qui se dépense et se reprend infiniment, extension du vis-à-vis divergent du bien et du mal. La déconstruction est désignée comme le mal qui affecte la civilisation, à laquelle nous sommes censés tenir et nous en tenir, mais ce mal qui nous affecte est aussi bien la puissance de la civilisation. Toute tentative de déconstruire la déconstruction aggrave son effet, toute reconstruction aggrave l'effet de déconstruction. La reconstruction se retourne toujours contre elle-même du simple fait que la déconstruction n'est puissance de reconstruction qu'à se déconstruire en permanence. La puissance se consume et se consomme dans son propre don. La puissance ne se donne qu'en se donnant pour rien, c'est sa justice. Elle ne peut qu'être déconstruction permanente comme le Dieu puissance de Descartes ne donne chaque instant qu'en s'effaçant, en se signant du nom de l'homme. La déconstruction est aussi inexorable qu'impossible, la folie fatale de la puissance et du pouvoir. La reconstruction après la déconstruction, considérée déjà dépassée, bien que menaçant de son fantôme la pensée supposée sérieuse, les sciences, l'art comptabilisable de la culture, comme la déconstruction de la déconstruction qui y répondrait, ne relève que du déni, voire du ressentiment. Déni dérisoire. Faut-il vraiment y répondre? La déconstruction se dialectise toujours néanmoins. La puissance qui se donne en son consommant laisse un passé, un héritage. Elle se projette et s'anticipe dans sa consommation à venir. La déconstruction est l'avenir, en laissant sur ses pas le passé de son héritage. Déconstruire la déconstruction, ne serait-ce pas finalement simplement la compulsion à détruire tout héritage?